Je le disais, la Russie, elle est donc sous le feu ukrainien sur son propre territoire. Son armée combat également en Ukraine. L'Ukraine, le territoire, est occupé sur environ 18% de ce qu'elle possède. Et que fait la Russie au-delà de combattre ? Eh bien, elle russifie. On l'apprend avec le Kiev Independent. Moscou affirme avoir délivré 2 200 000 passeports dans les territoires ukrainiens occupés. Et d'après le groupe de recherche américain Ukraine Conflict Observatory, eh bien, on découvre que les Ukrainiens vivant dans les territoires occupés, on le découvre, mais on l'imaginait tout de même, les Ukrainiens sont soumis à des menaces, à des intimidations, à des restrictions sur l'aide humanitaire et les besoins de base à une possible détention ou expulsion. Nadezhda Koutepova, une première réaction ? Mais écoutez, la Russie a besoin des gens, je dirais comme ça, parce qu'il montre toujours ces gens dans sa propre statistique. Alors, car pendant l'époque de Poutine, on a perdu déjà 9 millions de personnes pendant son règne et pendant 20 ans. Il essayait maintenant, je dirais, falsifier la quantité de population de la Russie en russifiant des Ukrainiens de cette terre-là. Première chose. Deuxième chose, vous savez que les gens qui deviennent russes doivent accomplir la mission militaire. Alors, ils vont être engagés en tant que militaires pour défendre le sol russe. Et pas uniquement des hommes, mais aussi des femmes, des professions, par exemple des médecins. Ils sont obligés de servir à l'État russe. Et troisième chose, c'est vrai que l'autorité russe demande toujours le passeport russe pour donner des bénéfices à la population russe. Ça veut dire qu'elle peut refuser à l'aide médicale, par exemple à la scolarisation, si les gens ne sont pas russifiés. Mais ça, c'est un peu comme les pas violents. Ça veut dire que la population de cette terre-là n'a pas le choix. C'est intéressant ce que vous dites, Nadezhda, général François Chauvency. Effectivement, ça fait plus d'hommes et de femmes, par exemple, pour soigner dans les hôpitaux. Ça fait plus d'hommes et de femmes pour voter, même si on sait qu'effectivement, les scrutins sont loin d'être transparents et joués d'avance en Russie. On sait même que les procédures de citoyenneté ont été accélérées, mais ça fait aussi plus de soldats, éventuellement, pour aller combattre. Oui, bien que moi je ne crois pas trop à l'efficacité de soldats contraints de se battre, déjà pour commencer. Donc je pense que ce serait peut-être un effet limité. Non, je pense plutôt qu'on est dans cette russification pour bien s'assurer que les 4 oblasts annexés et donc faisant partie aujourd'hui de la Fédération de Russie, soient bien russes. Et donc, dès lors qu'il n'y a plus de minorité reconnue, cela favorise un petit peu cette intégration moins visuelle. En disant, voilà, il n'y a qu'une seule Russie avec que des Russes. Je crois que l'objectif est beaucoup plus politique, il est même, je dirais, presque ethnique. Alors effectivement, il peut y avoir des avantages en termes de soldats. Je viens de vous dire mes doutes sur la question, en savoir-faire peut-être spécialisé comme les médecins, oui, mais c'est pas ça qui va changer à mon avis. Mais si on reprend l'histoire de toutes les terres colonisées qui ont été colonisées pour avoir des colons et agrandir un territoire, on a des processus bien connus, hein, c'est les mêmes, hein. Il s'agit d'unifier l'ensemble, quitte à le faire par la force, de telle façon qu'il n'y ait pas de revendication future. Et puis aussi, c'est une manière peut-être de rendre irréversible ces oblasts dans le giron russe. Ce qui veut dire que quand il y aura des négociations, on pourra toujours dire, attendez, il n'y a plus d'Ukrainiens ici, il n'y a plus que des Russes. Donc on ne va pas vous donner des Russes, donc on ne peut pas accepter les termes de la négociation. Donc en fait, on rend les choses irréversibles par cet aspect, je dirais, de russification forcée, avec des papiers officiels qui vont effectivement, dans le futur, poser problème, y compris pour ceux qui auront accepté les passeports, parce qu'il me semble bien avoir lu il y a quelques mois que dès lors que des Ukrainiens avaient accepté des passeports russes, ils n'étaient pas forcément bien considérés par les Ukrainiens. Ce qui veut dire aussi qu'on rend les choses irréversibles de ce côté-ci, car ils seront considérés comme des traîtres si jamais ces oblasts et ces Russes, ces Ukrainiens russifiés, revenaient dans le giron ukrainien. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec cela, parce que au début, il y avait cette discussion à propos des Ukrainiens, mais maintenant, le discours est totalement changé. Ils comprennent que les Ukrainiennes qui sont devenues les Russes de nationalité par violence, ils ne peuvent pas avoir l'accès tout d'abord pour des bénéfices sociaux. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de choix. Si tu as besoin de l'aide médicale, si tu dois scolariser ton enfant, tu prends cette passeport, mais ce n'est pas une trahison vue... Et comment on va le reconnaître? Comment on va identifier ceux qui ont rejoint d'eux-mêmes les Russes et ceux qui ne l'ont pas rejoint? On a vécu ça en 1944-1945 en France. Peut-être le même problème. Des passeports, la citoyenneté. Il ne faut pas non plus nous prendre pour des lapins de 6 semaines. On sait pertinemment que ceux
ceux qui auront pris le passeport auront toujours un soupçon sur eux qui sera mis en avant par une partie de la population ukrainienne. Mais je pense que, vu l'ère informatique dans laquelle on vit, on a toujours des autres traces, comment les gens se considèrent. Nathalie Shrine, encore une fois, les mots toujours ont un sens et ce que rapporte le groupe de recherche américain Ukraine Conflicts Observatory, donc l'observatoire américain-Ukraine. Voilà, on est soumis à des menaces, à des intimidations, à des restrictions sur l'aide humanitaire. Là, on faisait référence à l'idée que, ayant ou non la citoyenneté, on accédait à un certain nombre de services sociaux ou pas. Est-ce que vous avez des témoignages qui vous remontent de certains de vos interlocuteurs ukrainiens et qui rapportent des exactions qui seraient commises à leur endroit ou en tout cas des menaces, des intimidations ? Oui, bien sûr, il y a des menaces et des menaces sur leur propre famille. C'est-à-dire que si tu t'enrôles pas, c'est pas toi qui vas en pâtir, c'est toute ta famille. C'était déjà comme ça sous l'Union soviétique, c'est que si tu vas pas combattre en Afghanistan, etc., bah, ta famille elle va se retrouver au goulag. Et c'est exactement, à mon avis, c'est exactement ça qui se continue à se passer. Et c'est des choses que les Ukrainiens, malheureusement, connaissent depuis des générations. Ces russifications, en plus, moi je pense aux enfants qui ont été volés et qui en plus, non seulement ont été russifiés, passeport russe, etc., mais en plus renvoyés. Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale. Bien sûr, et ces petits Ukrainiens qui sont maintenant dans les familles, on leur matraque l'idée vous êtes russe, vous allez vous enrôler dans les armées. En plus, quand on voit que les enfants russes et des petits Ukrainiens russifiés sont embrigadés dès l'enfance pour combattre dans les armées, on a vraiment de sérieuses préoccupations à avoir. Ils sont en train de former une nouvelle génération de soldats pour aller combattre en Russie, etc. Et je voudrais aussi ajouter qu'il y a eu pendant toute l'époque soviétique, les 15 républiques, là, des mouvements de population énormes, c'est-à-dire qu'il y avait des Ukrainiens qui allaient au fin fond de la Sibérie, etc. Et je ne sais pas, il y a peut-être 20% de Russes qui sont d'origine ukrainienne, qui ont été encore russifiés et que ça continue. C'est ça, en fait, toute cette russification, ça ne m'étonne pas et tous ces procédés ne m'étonnent pas parce que c'est des choses que l'Ukraine a connues depuis toujours, depuis même l'époque tsariste. Combien de fois je dis sur ce plateau qu'il y a eu 200 oukases pour supprimer la langue ukrainienne. Donc c'est bien une volonté d'occuper ces territoires, mais aussi d'annihiler de toute manière l'identité ukrainienne sur tout le territoire ukrainien pour toute la récupérer. Parce que, évidemment, l'Ukraine n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas ? Russification à marche forcée, tout cela était planifié de votre point de vue dès lors que la Russie, il y a 2 ans et demi, envahit l'Ukraine. Elle avait déjà derrière la tête, ou en tout cas le Kremlin avait déjà derrière la tête de russifier en masse ces territoires annexés. Il l'avait déjà fait en Crimée. Alors la Crimée, qui avait connu un premier génocide des Tatars dans les années 40. Alors c'était le régime stalinien qui avait déporté les Tatars, il y en avait encore eu avant, pour les remplacer par des Rousskii, des Russes ethniques. Et quand la Russie a ajouté d'un trait de plume les habitants de la Crimée, elle a recommencé ces pratiques-là d'ingénierie démographique. Après, si je remonte plus loin, moi j'avais écrit début 2021 que la Russie envahirait l'Ukraine dans un futur proche au motif de récupérer la nouvelle Russie, comme on dit, l'ancien espace colonial méridional tout le long du littoral d'Odessa à Mariupol. Là, on est aussi dans quelque chose qui va au-delà du seul fait accompli démographique. Le fait accompli démographique, c'est ce qu'on fait, par exemple, on l'oublie souvent, les Turcs au nord de Chypre. Ils ont recolonisé le nord avec des gens arrivés par bateau de Turquie. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait un jour des négociations de réunification de l'île de Chypre, elles deviennent impossibles du fait de la présence massive des Turcs là-bas. La Russie fait cela en Ukraine pour pourrir toute tentative de négociation de compromis Land for Peace dans le futur, mais l'ingénierie démographique, enfin, elle va vers autre chose. Vous évoquiez le cas de ces déportations d'enfants qui sont constitutifs du crime de génocide, qui justifie le mandat d'arrêt contre Poutine et plusieurs dirigeants russes, mais derrière ça, vous avez aussi toutes les mesures prises dans les écoles, dans des autodafés, il y a des destructions de livres, de même... On réécrit les manuels d'histoire ou alors on les brûle. Eh bien ça continue d'être fait en Ukraine, mais ça a été fait, par exemple, et j'en finis là, en Estonie, par exemple, l'opération Priboi, déportation d'un quart de la population estonienne. Eh bien, si vous avez 20% de Russes ethniques ou de russophones en Estonie, c'est parce que la Russie avait pour projet à l'époque de coloniser totalement les pays baltes et de faire des Baltes une minorité chez eux. Nadezhda Kutepova, c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est réécrire l'histoire.
C'est ça qu'il y a derrière la russification en marche forcée. Je dirais peut-être plus que réécrire l'histoire, parce que Poutine se prétend quelqu'un qui est vraiment un grand homme de l'époque. Mais moi, je voudrais ajouter aussi que sur ces territoires-là, les gens n'ont pas des moyens de se défendre. Et en plus, ce territoire est divisé sur deux. C'est Donetsk, Lugansk et tous les territoires envahis à partir de 2014. Et chaque jour, dans les médias indépendants russes, on voit que des femmes, des hommes qui étaient mobilisés sur ces territoires dénoncent leur disparition, leur mobilisation, et ils ne peuvent faire rien. Et deuxième chose, j'imagine que quelqu'un qui n'est pas d'accord prendre la nationalité russe, qui a un courage énorme, ou peut-être, je dirais, comme on considère des gens comme les fous, qui peut contester ou vraiment, où il peut se diriger. Il n'y a pas ni tribunaux indépendants, il y a le tribunal militaire, il n'y a pas de parquet. Ça veut dire que c'est un peu suicide si tu opposes à la situation, même dans le poids juridique. Ça veut dire que cette population, maintenant, si on parle dans le terme, c'est un peu esclavage. Ils n'ont pas de droits. Et ces russifications, c'est pas, pour moi, c'est un esclavage. Ils ne peuvent pas dire non. C'est tout.